Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire, c'est Thomas Labergère, le président d'ING France, qui sera l'invité du grand entretien tout à l'heure. On verra si, malgré les vents contraires, la banque reste engagée dans la transition vers une économie décarbonée. Auparavant, je reçois Antoine Sanchez, le directeur de la prescription nationale chez Mitsubishi Electric, qui publie pour la première fois un baromètre de la consommation énergétique des bâtiments tertiaire. Dans notre débat, on va parler du partage de la richesse, de la confrontation autour de la taxation des ultra-riches, avec évidemment son lot de caricatures des entrepreneurs. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai la boxeuse, solution pour remplacer les emballages uniques lors des pauses déjeuner en entreprise. Voilà pour les titres, c'est l'heure de Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Antoine Sanchez. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur de la prescription nationale chez Mitsubishi Electric France et vous publiez pour la première fois un baromètre de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires. On va évidemment prendre le temps d'en détailler les résultats. En quelques mots, quels produits propose Mitsubishi Electric? On parle quoi, de confort thermique, d'optimisation de la consommation, c'est ça? Exactement. Moi, je suis dans la division chauffage-climatisation et donc nous vendons des produits pompe à chaleur pour le confort thermique. Effectivement, ça va de la pompe à chaleur du résidentiel pour les particuliers jusqu'à des solutions tertiaires pour les bâtiments, banques, assurances, commerces, voire des data centers. Donc, on est du petit pompe à chaleur, de la petite pompe à chaleur à des systèmes très importants. Ouais. Tout à fait. C'est quoi un directeur de la prescription nationale? Alors oui, je découvre ce titre. Effectivement, on me pose souvent la question. Oui. Donc, la prescription, c'est quoi? En fait, lorsqu'on construit des bâtiments, il y a des cahiers des charges dans lesquels les architectes et les bureaux d'études mentionnent des produits techniques. Et nous avons une équipe de prescripteurs qui visitent des bureaux d'études pour mettre les bons produits de confort thermique à travers des cahiers des charges. Et donc, ils font de la prescription de solutions techniques liées à la demande d'un bureau d'études ou d'un maître d'ouvrage. Donc, ils sont à un travail de prescription de solutions techniques. Tout à fait. Et donc, vous publiez pour la première fois ce baromètre de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires. Déjà, question toute simple, pourquoi cette démarche? Pourquoi vous avez voulu mener cette étude? En fait, on a constaté que nous avions connecté plus de 350 bâtiments dans lesquels nous avions pas mal de données et d'informations. Et donc, on a voulu faire un panel sur 39 sites, 35 000 m², et analyser un petit peu comment améliorer le confort et la consommation énergétique. Et on a constaté qu'il y avait différentes informations, que la pompe à chaleur consomme 2 fois moins qu'une solution gaz, par exemple. Et puis, par des simples usages, on pouvait baisser jusqu'à 37% de consommation grâce, par exemple, à la programmation. Et tout ça grâce à des outils digitaux qui nous permettent de piloter un bâtiment. Donc nous sommes une petite partie d'un bâtiment, le chauffage climatisation, il y a l'éclairage, il y a tout ça. Et nous, on peut s'intégrer puisque le chauffage climatisation est une part importante de la consommation. Et donc, nos outils permettent d'améliorer justement ces consommations. Alors là, on est dans le tertiaire. Donc, quel type de bâtiments? Des banques, des bureaux, par exemple? Alors, notre panel s'est orienté sur les banques, hôtels. Des hôtels aussi. Exactement. Et les bureaux. Et donc, et justement, c'est ce qui est intéressant, c'était les différents usages. Par exemple, les hôtels, on va consommer 3 fois plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un usage jour et nuit par rapport à des bureaux où la nuit, effectivement, il n'y a pas d'occupants. Et donc, on a constaté qu'effectivement, en programmation et selon les usages, on pouvait adapter la consommation, effectivement. Pourquoi vous vous êtes intéressé spécifiquement au secteur tertiaire? Est-ce qu'il y a plus de gains, d'optimisation de la consommation d'énergie à y faire? Oui, effectivement. Il y a un gisement énorme. Et puis, il y a la réglementation. La réglementation avec, par exemple, le décret tertiaire qui, à 2050, il faut consommer moins 60% par rapport à un panel de 2019. Donc, il y a un gisement qui est énorme. Et grâce à des solutions, bien sûr, thermodynamiques, pompe à chaleur, et grâce aussi à des outils digitaux, on peut baisser drastiquement la consommation. Et donc, on a des données vraiment fiables. Ouais, et c'est à ça que sert ce baromètre. Avec quels outils, quelles méthodes de calcul? C'est ce que vous aviez finalement en données disponibles que vous avez Exactement. travaillé, En fait, donc on a bien sûr, on a des panels par rapport à l'ADEME ou la réglementation qui demandent des kilowatts par mètre carré.
Et on s'est aperçu effectivement qu'en récupérant ces données, en analysant un petit peu les données, on avait vraiment des informations très intéressantes et on a voulu les exploiter. Et ça va permettre aussi aux maîtres d'ouvrage, aux bureaux d'études, de se projeter dans la construction et d'utiliser ces outils digitaux. Parce que vos outils sont connectés, tout simplement. Exactement. Voilà. On parle de bâtiments intelligents, Ouais. mais il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le parc tertiaire, bancaire, bureau, il n'y a que 6% de bâtiments qui sont connectés, qui ont une gestion de pilotage. Donc il y a un gisement qui est énorme. Et effectivement, on parle de bâtiments intelligents, mais tous ne sont pas intelligents. Donc il faut travailler dans ce sens pour générer de l'économie d'énergie. Donc on a dit banque, bureau, hôtel. C'est les trois, Oui, les tout à trois secteurs Oui. ou les trois bâtiments types sur lesquels On a analysé. vous avez analysé. Lequel ou lesquels? Alors vous avez un peu parlé, répondu avec les hôtels, mais la déperdition énergétique, elle est plus importante dans les hôtels ou pas forcément? Alors pas forcément, c'est simplement l'usage. Ça, c'est l'usage. C'est l'usage, effectivement. Et à un moment donné, par exemple, une chambre d'hôtel, elle est inoccupée. Donc c'est un peu idiot de chauffer ou de refroidir s'il n'y a personne. Donc on peut travailler justement sur un taux d'occupation pour baisser drastiquement la consommation. Voilà, donc c'est intéressant d'analyser les usages selon l'application. Et donc, vous avez des solutions adaptées à chaque site? Eh ben, effectivement, les outils digitaux vont permettre de s'adapter aux usages. Donc, par exemple, des calendriers, tout bête. Dans des agences bancaires, par exemple, le soir, il n'y a personne. Donc, on peut baisser drastiquement la température, un minimum, pour que le lendemain matin, ça reparte tout doucement. Ce que vous nous dites, enfin, je pense qu'intuitivement, on pouvait tous le savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi on n'agissait pas? Parce qu'on n'a pas les outils connectés? Parce que c'était tout simplement pas une préoccupation? Exactement, parce que je pense que ce n'était pas une préoccupation. Et puis, il faut faire des outils simples et un peu de bon sens. Et il faut aussi éduquer les usages. On est tous habitués à appuyer sur des boutons, à monter la température, à la baisser. Et il faut apprendre aussi à laisser le système automatiquement se mettre en place. Quand vous discutez avec... alors là, en l'occurrence, j'ai bien compris, c'est plutôt des maîtres d'ouvrage qui sont vos interlocuteurs, mais si on va jusqu'au stade du directeur d'hôtel ou d'une banque ou d'un site tertiaire, le principal argument, c'est l'argument du gain économique, c'est-à-dire on va faire baisser votre consommation d'énergie. Est-ce que l'argument environnemental, il arrive bien après quand même? Alors aujourd'hui, il y a vraiment une prise de conscience entre l'environnement, la consommation, et puis il y a la facture, bien entendu. Et puis, il ne faut pas oublier le confort. Il faut allier confort, facture énergétique et consommation. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience quand même de tous ces paramètres. Et aujourd'hui, je pense qu'on travaille beaucoup sur ces aspects-là et tout le monde est vraiment conscient de ces enjeux. Sur le confort, tiens, est-ce qu'on s'est habitué à travailler trop chaud? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on nous dit, tiens, vous allez bosser dans un bureau à 19 degrés, ça grogne un peu parfois. Alors effectivement, il faut adapter. Lorsqu'on est dans des bureaux où on ne bouge pas, il faut augmenter la température. Un peu. 19 degrés, c'est pas forcément suffisant. Parce que c'est difficile. Par contre, voilà, dans les salles de réunion, on peut être largement à 19 degrés, effectivement. Mais voilà, il faut s'adapter à des situations. Est-ce que vous donnez une sorte de grille de conseils en fonction des bâtiments, justement pour adapter la consommation? Justement, le bâtiment intelligent doit apporter des solutions. Et effectivement, on doit s'adapter selon les usages. Un bureau occupé, inoccupé, salle de réunion, hall d'entrée. Et donc tout ça doit se mettre en place. Mais voilà, c'est des usages parfois difficiles à mettre en place. Et si je reste sur l'exemple de l'hôtellerie, enfin, quand on a un hôtel dans le sud de la France, du côté de Perpignan ou en Bretagne ou en Normandie, on a évidemment pas les mêmes contraintes. Et exactement. Les zones géographiques sont très importantes. Il faut s'adapter par rapport au sud, à l'ouest et au nord. Et les températures, justement, vont s'adapter. Effectivement, ça, c'est irrémédiable. Quelle solution vous proposez? On peut être un peu plus technique, je ne sais pas, on parle de pompe à chaleur, mais pour rendre ces bâtiments moins énergivores d'une certaine façon. Écoutez, aujourd'hui, effectivement, tout ce qui est pompe à chaleur diminue drastiquement les consommations. Après, il y a d'autres solutions aussi. L'eau chaude sanitaire. L'eau chaude sanitaire peut aussi, c'est une grosse consommation, par exemple, dans l'hôtellerie. Vous avez des grosses consommations en eau chaude sanitaire et on peut apporter ces solutions pour baisser la consommation, effectivement.
On peut peut-être faire un point, puisqu'on parle de pompe à chaleur. Je ne me rends pas compte si la France est en avance, est en retard par rapport à ses voisins européens en matière d'équipement. Il y a encore un gisement d'équipement, j'imagine. Tout à fait. Il y a un gisement énorme. Effectivement, aujourd'hui, le gouvernement fait la promotion, il y a des primes rénov', et effectivement, on rattrape le retard. Mais il y a encore un gisement énorme, effectivement. Parce qu'on peut en installer partout, ou alors il faut des conditions spécifiques pour installer des pompes à chaleur? Aujourd'hui, dans le monde résidentiel, on peut l'installer partout. Aujourd'hui, on a des pompes à chaleur qui, effectivement, parfois, on a toujours eu peur du bruit. Mais aujourd'hui, on a des solutions vraiment qui sont à faible sonore. Et aujourd'hui, on peut les installer pratiquement partout. Alors, j'ai vu que vous aviez un DRV hybride à récupération d'énergie. Alors, je me suis dit, chouette, on va découvrir ce que c'est. C'est quoi, ça? Alors, c'est des pompes à chaleur, pour parler tout simplement, des pompes à chaleur pour le monde tertiaire. D'accord. Et ce qui est très intéressant avec ces systèmes, c'est par exemple dans un bâtiment qui est orienté nord au sud, on a la capacité à faire du chaud et du froid en même temps. Donc c'est un système très intelligent et on récupère l'énergie pour justement optimiser la consommation. Donc c'est des systèmes très performants qui permettent de faire du chaud et du froid en même temps, ce qui est haute technologie. Et alors par rapport à, on va terminer là-dessus, c'est une question de curieux, par rapport à une pompe à chaleur que je pourrais éventuellement installer chez moi, ce que vous installez dans un bâtiment tertiaire, c'est quoi, 10 fois plus... C'est 10 fois plus gros, on parle de mégawatts. D'accord. Dans une pompe à chaleur, on parle de kilowatts. C'est la même chose, mais avec des systèmes beaucoup plus importants. Je l'imagine. Merci beaucoup Antoine Sanchez et à bientôt sur Bismart for Change. C'est l'heure tout de suite de notre débat. On va parler de justice fiscale, on va parler évidemment de taxes, la taxe Zuckman au hasard, et puis aussi de l'image des entrepreneurs. Est-ce qu'elle est trop souvent caricaturée ? Le débat de ce Smart Impact consacré au partage des richesses, à l'image des patrons et évidemment à la taxe Zuckman. On en parle avec Mathieu Baquin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Finali et Laïla Abdelkey-Yacoub, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, vous êtes responsable du plaidoyer justice fiscale inégalité chez Oxfam France. Allez, 2 mots de présentation, Finali en quelques mots. Alors, Finali, c'est une entreprise que j'ai cofondée il y a bientôt 10 ans. Nous accompagnons les startups, les PME et les entreprises de taille intermédiaire pour monter les dossiers qui leur permettent de récupérer des aides fiscales comme le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation, mais également des subventions à la recherche et à l'innovation. On a fondé non pas le 121e cabinet conseil, mais la première plateforme en ligne. On partage le travail entre nos clients et nous. Et ça permet de diminuer le coût d'accès de notre métier pour les petites entreprises qui sont encore trop nombreuses à passer à côté de ces dispositifs dont elles ont tant besoin. Ouais, effectivement. Oxfam France, ONG très connue. Vos missions principales, vous diriez quoi, Lila ? Alors, chez Oxfam, globalement, notre objectif, c'est de lutter contre les inégalités, en ce qu'elles nourrissent la pauvreté partout dans le monde. Donc, on a à la fois, via notre confédération, une présence dans plus de 80 pays, avec notamment de la présence pour de l'aide humanitaire, etc. Et notamment des pôles plaidoyers qui essaient de s'attaquer aux racines des inégalités et aux décisions politiques qui les permettent. Et donc, c'est là-dessus que moi, je travaille sur le pôle vraiment justice fiscale pour demander un meilleur partage des richesses via la fiscalité spécifiquement en France. Quand vous entendez le mot partage des richesses, qu'est-ce que ça vous inspire ? Pour moi, c'est quelque chose qui est très important, qui est essentiel, qui est aussi une des fiertés de la France, d'avoir mis en place, avec les années, toute notre histoire, un véritable système redistributif où, normalement, chacun est censé contribuer en fonction de ses moyens et permettre une société où on vit mieux ensemble et dignement. Oui, vous travaillez beaucoup sur les questions de fiscalité, d'évitement, d'optimisation, voire de fraude fiscale. Ça fait partie des thèmes que vous abordez. On va pouvoir détailler ça. Et on va parler notamment de cette taxe Zuckman. Vous en pensez quoi, Mathieu Baquin, et surtout des débats qu'on a pu animer, nous ici aussi, à l'occasion de l'examen de la taxe Zuckman au Parlement ? Bon, tout d'abord, cette taxe Zuckman, elle concerne, parce que c'était l'idée, ce qu'on a appelé les ultra-riches, avec plus de 100 millions d'euros de capital. C'est pas tout à fait la réalité des quelques 4 millions de dirigeants de micro-entreprises et de PME qui, pour leur très 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 grande majorité, ne sont pas des ultra-riches. Et vous avez vu l'amalgame se faire dans pas mal de débats ? Non, mais l'amalgame, en tout cas, a pu laisser penser que voilà, patron égale ultra-riche et que si on mettait en place cette taxe Zuckman, finalement, on tuerait l'entrepreneuriat.
Mais très clairement, étant moi-même dirigeant de PME et au contact, on a à peu près 800 clients TPE, PME chez Finali, je peux vous dire que les premiers ressorts, les premières motivations pour fonder une entreprise, c'est avant tout, j'ai envie de dire, un goût des responsabilités, une envie de diriger, une envie finalement de ne plus être salarié, ça peut être la première ambition, et puis pour certains, une ambition d'avoir de l'impact, de transformer son idée en entreprise qui grandit. Évidemment que cette prise de risque mérite rémunération, mais très clairement, il y a un décalage entre les ultra-riches et ces dirigeants de micro-entreprises et de PME, qui sont d'ailleurs les premiers en période de crise, parfois à cesser de se rémunérer. Alors, c'est pas mon cas, fort heureusement. Finali se porte bien, on est en pleine croissance. Mais ça peut arriver, effectivement. Exactement, donc il y a ce décalage. Ouais, ce décalage. Leïla Abdelkayakoub, je ne dis pas qu'Oxfam le fait, mais c'est vrai que souvent dans les débats, et parfois en France, il y a un regard sur les chefs d'entreprise qui est un peu caricatural. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Après, je vous demanderai d'expliquer pourquoi vous pensez que la taxe Zucman peut être utile. Oui, je l'entends. Pour nous, en tout cas, c'est pour ça que ça a toujours été important de spécifier précisément de quoi on parle et de qui on parle. Oui. Parce que je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. On a un problème aujourd'hui de décalage, en effet, entre une toute petite minorité d'ultra-riches. Et nous, c'est pour ça qu'on parle d'ultra-riches. C'est pour bien montrer qu'on ne parle pas juste de quelqu'un qui gagne bien sa vie parce qu'il a bien travaillé, qu'il s'en est bien sorti. On parle vraiment d'une minorité qui vit un peu hors du monde avec des fortunes vraiment colossales. Et donc, en effet, ce n'est pas du tout le cas de la plupart des dirigeants d'entreprise. Et c'est même un problème dans notre pays, qui a un véritable décalage où vous pouvez vous retrouver avec des gens qui ont des très grandes entreprises avec des très très gros bénéfices, qui se retrouvent à payer moins d'impôts parfois que des dirigeants de PME. Donc ça, c'est un vrai problème, et c'est pour ça que c'est à ça qu'on doit s'attaquer, à ceux qui arrivent à échapper à l'impôt, alors que les autres payent leur part et parfois ont même du mal à payer leur part. Cette taxe Zucman, elle a été critiquée, peut-être aussi caricaturée, en disant que notamment comme elle intégrait l'outil de production à cette notion de patrimoine, des 100 millions de patrimoine, eh ben, elle risquait de fragiliser le tissu industriel français. Qu'est-ce que vous répondez à ça? En fait, c'est que, comme on vient de le dire, il y a un problème dans la perception qui est qu'on s'imagine un tout à chacun. Si là, aujourd'hui, vous ou moi, on avait une boîte qui fonctionnait bien et que d'un coup, on devait payer une énorme part alors que c'est l'outil de production. La réalité, c'est que justement, si on parle de cette toute petite minorité, c'est qu'on parle de personnes qui, justement, ont utilisé tous les moyens possibles pour trouver tous les moyens possibles pour éviter l'impôt. Mais leur réalité financière à cette toute petite part de personnes, c'est celle de personnes qui ont les moyens de trouver cet argent, qui ont justement tout fait pour que leur argent rentre dans les cases qui ne sont pas taxables. C'est-à-dire que vous avez des règles, des trous dans la raquette qui ont été mis en place dans les différentes formes de taxation. Et les gens qui ont plus de moyens, qui ont des conseillers, des avocats fiscalistes, etc., des équipes entières consacrées à ça, construisent, structurent leur fortune, leur argent, leurs entreprises de manière à payer le moins d'impôts possible. Et donc, quand vous créez un impôt qui fait que ce n'est plus possible de passer entre les mailles du filet, vous avez une structuration qui peut se faire différemment et ces gens peuvent trouver des moyens de payer. Mais c'est juste que c'est un peu loin de ce qu'on imagine quand on a une entreprise normale, entre guillemets. Mathieu Baquin, votre avis là-dessus, sur cette stratégie d'évitement de l'impôt? Vous, votre métier, j'ai bien compris, c'est au contraire d'aider les patrons de PME ou de TI à se dire, mais vous avez droit à tel ou tel crédit, utilisez-les. Mais est-ce que, si on pousse la logique plus loin, ça pourrait être une logique d'évitement? Alors, j'ai envie de dire, en tout cas, avec la taxe Zucman, moi, ce qui m'embête, en tout cas sur le débat de plus de recettes fiscales, c'est finalement la destination de ces recettes fiscales. Je pense que de toute façon, on se dirige vers un moment où il faudra générer beaucoup de recettes fiscales pour financer notamment la transition climatique. Oui, bien sûr. On va y venir. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, ces sujets-là, parfois, on l'a sous le nez avec notamment les feux de forêt terribles dans l'eau de cet été, des catastrophes climatiques qui se rapprochent. Et si on ne fait rien, en fait, je dirais, résoudre ces problèmes après va coûter plus cher que de venir en prévention. Et donc, taxer les ultra-riches, c'est l'une des solutions pour vous? Ce qui est certain, c'est qu'on va venir... Même en nous tapant l'outil de production? À partir du moment où on va prendre vraiment conscience que, je dirais, c'est la survie de l'humanité qui est en jeu, il n'y aura plus de problème pour venir effectivement trouver des personnes qui seront prêtes
à investir parce qu'il en va effectivement de notre survie. Et je pense Puissiez-vous dire vrai, parce que pour l'instant, c'est plutôt un mouvement inverse auquel on est en train d'assister. Je voudrais qu'on parle, tiens, il nous reste 5 minutes, le temps file vite, mais qu'on parle de dividendes et de ce que la perception que vous avez des dividendes. Je commence avec vous, Mathieu Baquin. Verser des dividendes à un investisseur, c'est quoi? C'est naturel, c'est logique, c'est quelqu'un qui a pris des risques pour financer une entreprise, c'est normal qu'il soit rémunéré? Qu'est-ce que vous en dites? Alors moi j'aime beaucoup la règle des 3 tiers qui consiste pour une entreprise lorsqu'elle arrive après plusieurs années. Les premières années généralement d'une entreprise sont des années, on parle de vallée de la mort même pour les 2 premières années de la vie d'une entreprise. Au bout de 5 ans, on a une entreprise sur 2 qui n'existe plus. Donc c'est quand même un sport à haut risque. Qui plus est pour des entreprises qui investissent en recherche et en innovation. Et il arrive effectivement que ces entreprises, parfaitement bien gérées, avec une part de réussite également, finissent par devenir rentables. Et à ce moment-là, je trouve que cette règle des 3 tiers, qui n'est pas une règle inscrite dans la loi, mais qui est plutôt une règle pour moi de bonne gouvernance, c'est une règle finalement où on va rémunérer de manière équitable les parties prenantes de l'entreprise, les salariés. Donc un tiers pour les salariés. Exactement, un tiers qu'on réinvestit dans l'entreprise, qu'il ne faut pas assécher, et un tiers effectivement pour les actionnaires qui ont pris tous les risques lors de la création de l'entreprise ou pour financer son développement et qui méritent également un retour. Donc voilà, c'est parfaitement, je dirais, normal. Laïla Abdelkayakoub, ça fait partie des mesures proposées par Oxfam France, poussées par Oxfam France, mieux taxer les dividendes. Déjà, on peut expliquer pourquoi et surtout comment? Alors, on a une des mesures qui a été mise en place ces dernières années par Emmanuel Macron, qui est peu connue par son nom, c'est ce qu'on appelle la flat tax ou le PFU. Cette mesure, en fait, d'une certaine manière, elle plafonne la taxation des dividendes. Elle ne se présente pas comme telle, mais de fait, c'est le cas, à 30%. Ce qui fait que vous pouvez vous retrouver, quand vous êtes rémunéré en dividende, à être beaucoup moins taxé que quelqu'un qui recevrait autant en salaire de son travail. Donc ça, pour nous, ça pose quand même question. Et on se retrouve quand même avec un système où on taxe de moins en moins les revenus du capital comme celui-là, alors qu'on taxe toujours autant le travail. Donc ça, c'est quelque chose qui pose question. Pour aussi compléter sur les dividendes, nous, c'est pas le principe, leur existence même en soi qui nous pose question, bien sûr, mais c'est comment vous pouvez vous retrouver dans des situations un peu absurdes, voire problématiques, où vous avez l'État qui parfois finance très fortement certaines entreprises. On a quand même les dernières études qui parlent d'aide aux entreprises de l'ordre de environ 211 milliards par an. C'était sur l'année 2023. Une étude du Sénat qui a été réalisée l'an dernier. Exactement. Et les autres, elle a été parfois questionnée, mais globalement, toutes les études sont dans cet ordre de grandeur. Sur cette question-là, bon, le problème, c'est que ces aides-là, elles ne sont pas conditionnées, elles sont pas... Ça, je suis d'accord sur les aides aux entreprises. Vous pouvez avoir des aides massives qui sont ensuite versées en dividendes. Mais ça, c'est pas du tout conditionné. Mais sur les dividendes, le risque de les taxer plus, c'est d'inciter les investisseurs à prendre moins de risques. Or, c'est quand même, on vient de le comprendre, un levier de création d'entreprises, donc de richesse, donc d'emploi, etc. Paradoxalement, vous avez une étude qui avait été faite il y a quelques années, justement à un moment où on les avait un peu plus taxés, qui avait montré qu'en fait, c'est un peu contre-intuitif, mais au fond, pas tant que ça. C'est quand on les avait plus taxés, ça avait beaucoup plus encouragé l'investissement, notamment dans l'entreprise ou ailleurs, en se disant, bon, peut-être que le plus stratégique, c'est pas de rémunérer de manière massive nos actionnaires au détriment d'autres choses, on va quand même le faire, mais par contre, on va peut-être mettre cet argent dans l'entreprise, dans l'emploi, et ça peut aussi être très favorable à l'économie. Votre avis? Oui, j'ai envie de dire, il faut faire le tri dans les aides aux organisations et les aides aux entreprises en particulier en matière de recherche et d'innovation. On a des rapports d'évaluation qui sont des évaluations politiques publiques qui sont menées depuis une bonne dizaine d'années et qui disent toutes la même chose sur les aides aux entreprises qui font l'effort et qui prennent les risques d'investir en recherche et en innovation, et on en a beaucoup besoin, en particulier pour les sujets de décarbonation et de transition climatique. Et sur ces sujets-là, les rapports disent toutes la même chose. Le crédit d'impôt recherche, comme son petit frère, le crédit d'impôt innovation, ont un effet vertueux, c'est-à-dire 1 euro d'argent public génère un co-investissement de l'entreprise. Mais par contre, je rejoins, il y a aussi des sujets de justice fiscale sur les aides aux entreprises. Ces rapports d'évaluation que l'ensemble de la classe politique finalement a entre ses mains démontrent que lorsque 1 euro est mis dans une entreprise, une PME innovante, elle co-investit 1,40 €, alors que lorsque cet euro est mis dans une grande entreprise,
on est plutôt de l'ordre. Alors, il y a un co-investissement, Oui. c'est pas un effet d'aubaine, mais le co-investissement est plus limité, de l'ordre de 50 centimes. Donc, on voit là aussi qu'il faut éviter, je dirais, les clichés, mais travailler dans la finesse, exploiter ces rapports d'évaluation et remettre effectivement les moyens là où il faut sur les sujets du climat et sur les petites entreprises. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe au grand entretien de ce Smart Impact avec Thomas Labergère, le président d'ING France. Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Aujourd'hui, je reçois Thomas Labergère. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président d'ING France. C'est une question que je pose quasiment à chaque fois, ce mot impact. Personnellement, et puis en tant que patron d'ING France, quel sens vous lui donnez? C'est un mot qui résonne beaucoup pour le groupe ING et Ouais. pour nos activités en France. L'impact est un peu au cœur de la stratégie du groupe ING. On souhaite être un acteur engagé, responsable pour accompagner nos clients dans les transitions que nous traversons. Mmh. Et donc, ça signifie avoir un impact significatif dans le domaine social et environnemental notamment. Ouais. Et c'est au cœur de notre stratégie. Ça veut dire réduire son impact négatif, améliorer son impact positif. L'action, elle se fait dans les deux sens? Alors, si vous voulez, quand on est une banque, l'essentiel de l'impact environnemental se mesure sur son portefeuille d'engagement et de prêts auprès de nos clients. On a chez ING un portefeuille de 600 milliards de prêts. Et effectivement, on a engagé il y a déjà de très nombreuses années une méthodologie très innovante dès 2018 pour mesurer l'impact de nos financements et s'assurer qu'on puisse réallouer le capital vers une économie bas carbone. Ouais. Vous êtes la première banque systémique à avoir annoncé l'arrêt des collaborations avec les clients qui ne s'inscrivent pas dans une trajectoire de décarbonation ambitieuse et crédible. Alors, je vais commencer par ceux que vous avez quittés. Qui sont les clients qui ne s'inscrivent pas dans cette trajectoire? Et alors, vous leur avez dit stop ou alors vous leur avez dit changez si vous voulez qu'on reste partenaire? Comment ça s'est passé? Alors, il y a différents cas de figure. Ouais. Effectivement, on a engagé auprès de 2000 de nos plus grands clients à travers le monde une démarche où pour chacun d'entre eux, on a établi ce qu'on appelle un plan de transition. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir où se situe notre client sur la nécessaire courbe de décarbonation, comment ils se comparent par rapport à leurs pairs, comprendre leurs actions pour arriver à une courbe idoine et une nécessaire transition vers une économie net zéro. Et comment la banque, en s'engageant à leur côté, peut les aider à s'assurer que les ambitions soient atteintes. Alors, si le client n'est pas sur la courbe idoine, on est là pour s'assurer que son business model évolue vers la transition nécessaire. Simplement, il faut qu'il y ait une volonté de la part du client. Et vous avez raison, certains d'entre eux ne souhaitent pas nécessairement s'engager avec les efforts nécessaires et la célérité nécessaire. Dans ces cas-là, oui, on est amené à sortir de certaines relations. Ça nous est arrivé dans des secteurs qui sont souvent assez difficiles à décarboner, où néanmoins il existe des solutions nécessaires. Et on est très vigilant pour s'assurer qu'il y ait cette volonté réciproque d'y arriver. Alors évidemment, il y a toujours le mot dans lequel on peut mettre beaucoup de choses, mais énergie fossile, est-ce que vous continuez de financer des sociétés qui produisent de l'énergie fossile ou est-ce que vous dites pas du tout, ou alors est-ce qu'on vous dit oui, parce qu'on essaye de les accompagner sur un chemin de décarbonation? Alors, l'énergie fossile, c'est 80% de la consommation d'énergie dans le monde aujourd'hui. Donc, ce qui importe, c'est d'accompagner la sortie du fossile.
vous arrêtez aujourd'hui de financer une économie qui est une économie encore majoritairement fossile, vous créez le chaos social et le chaos économique. C'est l'objectif d'aucune des parties. Par contre, ce qui est essentiel, c'est d'accompagner la transition avec détermination, ambition et s'assurer qu'on s'assigne des objectifs mesurables et exécutables. C'est exactement ce qu'on fait. Donc, la réponse, c'est que, bien évidemment, nous continuons à financer l'économie. Par contre, ce qui est essentiel, c'est que l'IAE nous dit que nous n'avons pas besoin de champs pétroliers, gaziers supplémentaires. Donc, nous ne finançons aucun financement de projet spécifiquement dans le fossile. Par contre, nous accompagnons nos clients pour s'assurer qu'on soit bien dans une trajectoire de décarbonation. Et sur, par exemple, la question des transports, vous allez privilégier le rail, par exemple, et aider une entreprise, financer une entreprise comme la SNCF, ça fait partie des clients d'ING France aujourd'hui? Alors, le transport est effectivement un secteur qui contribue beaucoup aux émissions. Et nous sommes très présents dans ce secteur. Pour vous donner quelques exemples, en France, effectivement, on a accompagné Eurostar pour mettre en place un financement qui est le premier financement totalement aligné avec la taxonomie du transport, qui permet de réallouer le capital vers des financements pour une transition bas carbone. SNCF, que vous avez mentionné, a mis en place un financement bancaire très large où nous sommes le coordinateur de ce financement avec des critères en matière économique, sociale, gouvernance qui visent à assurer là aussi une transition vers une économie net zéro. Nous sommes très présents aussi auprès d'acteurs de mobilité type Transdev. Et pour vous donner un autre exemple dans ce domaine du transport, on a été conseiller financier exclusif auprès d'une société qui s'appelle Electra, qui met en place avec beaucoup d'ambition des bornes de recharge rapide et une ambition d'atteindre 15 000 bornes de recharge dans 9 pays européens, et on a levé près de 400 millions d'euros pour accompagner cette société. Vous êtes évidemment le partenaire des entreprises, des acteurs de notre économie, une sorte de témoin privilégié des mutations qui sont à l'œuvre. Est-ce que le backlash, ce retour de bâton dont on parle beaucoup, peut-être qu'il est un peu surestimé, je veux bien vous entendre là-dessus. Est-ce que vous le ressentez déjà dans les choix de vos clients, notamment en matière environnementale? Alors, premier point, si vous voulez, pour nous, ING, c'est une opportunité pour nous différencier encore plus dans l'environnement bancaire et réaffirmer notre engagement qui ne change pas dans l'environnement que nous connaissons, où on constate, tant en termes politiques qu'en termes d'engagement sociétal, un certain recul par rapport aux ambitions qui doivent être les nôtres en alignement avec les accords de Paris. Maintenant, quand on regarde nos grands clients, et grosso modo on couvre à peu près 80% du SBF 120 en France. Donc beaucoup d'entreprises, pardon de vous interrompre, mais qui font du business avec les États-Unis, dirigées par un Donald Trump qui dit le changement climatique, c'est l'arnaque du siècle. Tout à fait. Bon, on est dans ce contexte-là. Et donc, la position, pour résumer, de bon nombre de ces entreprises, c'est oui, elles doivent changer sans doute le narratif localement aux États-Unis, compte tenu de l'environnement actuel, mais l'engagement fondamental de nos clients n'évolue pas. Et il continue à être tout à fait moteur dans la transition, tant sociale que environnementale, avec les mêmes objectifs en matière de diversité et les mêmes objectifs en matière de décarbonation. C'est vrai que le narratif est beaucoup moins vocal que ce qu'on a pu connaître par le passé. Oui. Mais vous l'évaluez comment, ce retour en arrière ou ce retour de bâton? Est-ce que vous pensez qu'on le surestime? Médiatiquement, d'ailleurs. Alors,
si Parce vous voulez- que, par exemple, il y a le nom ne me revient pas, mais l'alliance bancaire, les engagements Oui. pris par une alliance bancaire internationale sur la décarbonation, bon, ben, cette alliance bancaire, c'est quasiment une coquille vide aujourd'hui, puisque les grandes banques américaines en sont sorties. Donc ça, c'est quand même un signe concret d'un coup de frein. Alors, le signe concret, il y a effectivement l'alliance bancaire à laquelle vous faisiez référence. C'est vrai dans le domaine de l'assurance. Oui. Et c'est vrai dans le domaine politique avec la loi Omnibus qui risque de se conclure par un retour en arrière significatif. Donc là, on est au niveau européen. Donc, on constate indéniablement une sensibilité très forte et une volonté d'être plus pragmatique et de simplifier. D'accord ? Pragmatique et simplifié, c'est quelque chose auquel nous aspirons tous. Hein, et sans doute que nous sommes allés un peu loin dans la charge administrative liée à ces obligations. Les 800 pages de la CSRD, c'était sans doute un peu trop. Sans doute. Ce qui est essentiel néanmoins, c'est de garder l'objectif, de garder l'ambition et de s'attacher à avoir une collecte de données qui permettent aux entreprises, aux investisseurs, aux salariés d'avoir une vision claire et fiable sur la trajectoire des acteurs économiques. Et donc, ne sacrifions pas l'essentiel sur l'excuse de vouloir simplifier, c'est vrai, des réglementations qui étaient sans doute un peu complexes à naviguer. Vous parlez de trajectoire et vous êtes la première banque mondiale systémique à avoir obtenu la validation des objectifs climatiques par la SBTI, donc basée sur la science. Déjà, je veux bien que vous nous expliquiez comment vous faites, parce que c'est exigeant d'être, entre guillemets, labellisé SBTI. Donc, quels efforts vous avez dû réaliser pour l'obtenir ? Alors, cette certification SBTI est le résultat d'années d'efforts. Effectivement, très tôt, en 2018, avec notre méthodologie Terra, on a identifié les 10 secteurs dans notre portefeuille de prêts qui contribuent le plus aux émissions de carbone. Et en travaillant avec des parties externes scientifiques, pour chacun de ces secteurs, nous avons établi quels étaient les bons critères à retenir pour évaluer l'impact en matière d'émissions de carbone. 2, quelles étaient les bonnes ambitions à retenir pour arriver à transitionner vers une économie bas carbone. Et quels étaient les leviers d'action en termes de réallocation de capital pour y arriver. Et c'est vrai que cette certification SBTI est quelque chose de très contraignant, mais dont on est très fier, qui vient valider une méthodologie qui est reconnue par une partie tierce scientifique, qui est adoubée par l'ensemble des acteurs économiques, donc une méthodologie pertinente, et puis un véritable engagement au plus haut niveau d'ING pour transitionner ce portefeuille au fil du temps avec des points d'étape reportés au marché de manière très régulière. Oui, c'est ça, ça permet de voir sa progression et d'en faire état, parce que c'est aussi une façon de communiquer, c'est-à-dire que ça vous permet de communiquer en limitant le risque d'être accusé de gonfler tel ou tel progrès. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Si vous voulez, on est ravis de cette certification qui donne une crédibilité que n'ont pas les autres banques sur l'engagement et la pertinence de notre approche. Alors, il y a justement, à votre place, la semaine dernière, on avait Laurent Berger, c'est l'un des principes de l'émission. L'un des invités de la semaine précédente pose une question à l'invité du Grand Entretien. Il est directeur, ancien secrétaire général de la CFDT, évidemment, aujourd'hui directeur de l'Institut mutualiste pour l'environnement et la solidarité du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui a mis en place le dividende sociétal, forcément, et il devait vous poser une question sur ce thème. On l'écoute.
Bonjour Thomas. Le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale a décidé de créer, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, le dividende sociétal, qui est une manière de reverser une partie de la valeur créée à la société, 15% en ce qui nous concerne de notre résultat net. Je voulais savoir si ce processus de reverser une partie de la valeur créée à la société était quelque chose qui était en réflexion à ING ou peut-être qui se faisait déjà sous une forme différente. Et je voulais aussi savoir ce que vous pensez de cette avancée d'une entreprise qui finalement décide de répartir sa valeur, et, y compris vers la société pour les projets environnementaux et de solidarité. Est-ce que vous pourriez faire la même chose? Alors, malheureusement, d'un point de vue pratique, non, je ne peux pas parce que nous ne sommes pas une entité juridique, nous sommes une succursale d'un groupe hollandais. Donc vous ne pouvez pas parler au nom de... non, c'est pas ça, c'est que je ne peux pas distribuer de dividendes. Je n'ai pas de dividendes à distribuer, je n'ai pas de personnalité juridique. Néanmoins, nous avons énormément de leviers pour avoir un impact sociétal. Et c'est au cœur de notre stratégie. Et je peux vous en mentionner quelques-uns. On l'a évoqué. Le véritable impact pour nous, c'est d'assurer la transition vers une économie décarbonée. Et assurer cette transition, ça signifie aussi pour une banque comme ING pouvoir faire des sacrifices financiers et rendre l'offre de financement liée à des projets de décarbonation plus attractive. C'est ce qu'on fait notamment dans notre portefeuille de prêts immobiliers aux particuliers. Une des difficultés de notre industrie, c'est comment assurer une efficacité énergétique des habitations individuelles des citoyens, et c'est le parc immense que vous connaissez. On a 40 millions de particuliers clients en Europe et on a développé une offre très attractive pour susciter justement les investissements en matière d'efficacité énergétique, d'isolation et rendre le parcours citoyen du particulier dans cet effort d'investissement beaucoup plus lisible et efficace au prix de sacrifices financiers pour ING. Autre élément important qui illustre notre volonté d'avoir un impact sociétal, c'est libérer du temps à nos collaborateurs pour qu'ils puissent investir des heures de leur temps de travail au bénéfice d'associations qui ont un impact sociétal. Et on a des relations assez privilégiées, par exemple en France, avec deux d'entre elles, HUP, qui accompagne des entrepreneurs en situation de handicap. On a reçu plusieurs fois ici. Ah d'accord, très bien. Le chaînon manquant, qui permet de collecter des invendus alimentaires pour les redistribuer auprès d'associations. Et donc, on permet à nos collaborateurs d'allouer du temps sur leurs heures travaillées au bénéfice de ces associations pour avoir un impact sociétal. Voilà une manière, en dehors du dividende que je ne peux pas distribuer, qui montre notre volonté d'être très attentif. Mais le groupe ING peut distribuer des dividendes. Est-ce que c'est plus facile pour une entreprise qui n'a pas d'actionnaire, comme le Crédit Mutuel à l'Alliance Fédérale, qui est une banque mutualiste, de prendre une décision comme celle-là, finalement? Alors, si vous voulez, il faut mesurer où est l'impact maximal des actions que je souhaite entreprendre. L'impact maximal pour une banque comme ING, c'est agir sur la décarbonation, et c'est là qu'est notre engagement. Nous avons chez ING à peu près la moitié de nos actionnaires qui sont des actionnaires nord-américains, ce qui n'est pas le cas du Crédit Mutuel, effectivement. Figurez-vous que ces actionnaires sont très sensibles à la performance financière de leur investissement. Et donc à nous de trouver le bon équilibre pour réconcilier performance financière et transition énergétique notamment, pour les convaincre d'investir
dans la décarbonation. Et nous y arrivons avec succès, mais vous imaginez bien que dans l'environnement actuel, c'est effectivement un combat du quotidien. Oui, je peux comprendre ça. Vous avez rejoint, ING France a rejoint récemment le mouvement Impact France. C'est une façon de formaliser encore plus les engagements dont vous nous parliez à l'instant? Alors, c'est vrai que ING, la première banque privée non mutualiste, a rejoint le mouvement Impact France et nous sommes ravis de cette adhésion pour plusieurs raisons. La première, c'est que Impact France est très engagé sur les notions de partage de la valeur, sur la valeur des employés, la contribution au sein de l'entreprise, sur le projet entrepreneurial, sur la contribution à la collectivité. Et tous ces thèmes sont parfaitement alignés avec notre culture. Nous avons une raison d'être chez ING en France qui est ensemble, suscitons les volontés d'agir pour un monde plus responsable. Et donc, cet ADN nous convient bien. Le deuxième élément qui nous plaît aussi beaucoup chez Impact France, c'est cet engagement indéfectible pour réaliser ensemble les accords de Paris avec responsabilité, inclusion et ambition. C'est exactement notre feuille de route. Et on va fêter là, dans quelques semaines, au mois de décembre, les 10 ans des accords de Paris. Vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein? C'est-à-dire, vous vous dites, on n'a pas tenu les objectifs, on est quasiment en train de dépasser c'est acté les 1,5 degré, les plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, ou est-ce que vous dites, bah oui, on a quand même fait évoluer les choses, par exemple les investissements sur les énergies renouvelables sont beaucoup plus importants que ce qui était prévu il y a 10 ans. Qu'est-ce que vous choisissez? Comment vous choisissez de voir le bilan en fait? Alors, les progrès réalisés sont très importants. Ils sont importants en Europe et ils sont importants notamment en Chine, où maintenant le montant des investissements renouvelables dans le premier pays qu'est la Chine, contributeur aux émissions de carbone, sont supérieurs aux investissements dans le fossile, même si la Chine continue à investir dans des centrales à charbon. Donc, des progrès réels, une réallocation de capital tout à fait massive, mais encore insuffisant, tant en montant qu'en termes de rapidité. Donc, à nous d'apprendre des succès que nous avons réalisés pour adresser encore les points de vigilance qui sont très importants, pour rebondir sur ce que vous indiquiez. Le Global Carbon Summit vient de sortir un rapport qui nous montre qu'il nous reste 4 années de budget carbone avant d'atteindre le niveau maximum d'émissions compatible avec les 1,5 degrés que vous mentionnez. Donc il y a urgence. Néanmoins, c'est important d'avoir un narratif, je crois, qui suscite l'adhésion, l'envie d'y arriver, plutôt que la défection et l'envie de baisser les bras. Bien sûr, ça, je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, ça rejoint la question que j'allais vous poser sur est-ce qu'il faut plus investir sur les dépenses, alors on appelle ça la mitigation, c'est pas très joli, mais la lutte contre le réchauffement, ou alors au contraire sur l'adaptation. C'est-à-dire de se dire, de toute façon, les plus 2 degrés, on va sans doute y être, parce qu'effectivement, on ne va pas réussir en aussi peu de temps à faire baisser nos émissions de carbone. Donc il faut d'abord dépenser de l'argent sur l'adaptation. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il faut mener les deux en parallèle, mais c'est vrai que les montants sont massifs. Les dépenses d'adaptation vont aller en augmentant au gré des manifestations du dérèglement climatique que nous vivons tous. La difficulté des dépenses d'adaptation, c'est que ce sont des dépenses qui sont dilutives à court terme à la profitabilité des entreprises. Néanmoins, il faut mener les deux champs en parallèle, la transition et l'adaptation. Et si vous voulez, je pense que les sociétés d'assurance et la nécessité d'assurer son parc industriel et son outil de travail va forcer de plus en plus
le besoin de ces montants d'investissement et de dépenses. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on parle de ce que vous avez mis en place en matière de défense. Vous avez annoncé la création d'un hub de défense qui est opérationnel depuis le 1er juillet 2025. Pourquoi ce choix ? Alors, la défense était, pour simplifier, effectivement un sujet proscrit chez ING, de fait de sa culture hollandaise sans doute. Et nous sommes un acteur engagé dans la société de tous les jours et on doit s'adapter à l'évolution des priorités, à l'évolution de l'environnement. Nous sommes dans un environnement depuis maintenant 3 ans où on se rend compte que pour protéger la paix, il faut se préparer à la guerre. Et c'est un paradigme totalement nouveau en Europe. Et on se doit, comme acteur responsable bancaire, de prendre ça en compte, ce que nous avons fait, et nous sommes maintenant très désireux d'accompagner l'ensemble des acteurs dans la filière de la défense pour aider à recréer une souveraineté européenne en matière de défense, qui est très insuffisante à l'heure actuelle. On connaît les objectifs importants que l'Europe s'est assignés en la matière, et donc à nous d'être un facilitateur de cette transition vers une souveraineté européenne, y compris dans le domaine de la défense et pas seulement dans le domaine de l'énergie ou de la transition environnementale. Merci beaucoup Thomas Labergère et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables avec Viviane Cusset. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de La Boxeuse. Alors c'était d'abord une association créée il y a un peu plus d'1 an, devenue une entreprise il y a 6 mois. C'est quoi La Boxeuse ? Alors nous, notre mission, c'est de lutter contre la pollution plastique et précisément les emballages de la restauration à emporter, qu'on va remplacer par des box durables. Donc le nom La Boxeuse, ça vient des box durables, c'est ça ? Exactement, boxeuse, mais aussi le combat contre le jetable et donc l'impact qu'on veut avoir. Comment vous êtes passé d'une association à une entreprise et pourquoi ? L'association, c'était parce que c'était vraiment le but de sensibiliser et en fait, on a voulu démarrer une commercialisation et ça nous a paru plus pratique de pouvoir le faire sous forme commerciale il y a 6 mois. Alors, donc on parle à la fois de contenants réutilisables et d'une appli, c'est ça ? Comment ça fonctionne ? Exactement. Donc nous, on s'adresse en particulier aux entreprises dont les collaborateurs vont chercher leur repas autour du lieu de travail et donc qui reviennent avec du jetable, qui remplissent les poubelles ensuite. Nous, on va inciter et récompenser les collaborateurs à faire le geste de prendre à emporter dans des box durables plutôt que dans du jetable. Comment ? Donc cette application qui va jouer sur plusieurs plans. Donc déjà la valorisation morale avec le compteur de déchets évités qui va augmenter de manière individuelle et collective, mais aussi la gamification qui plaît beaucoup à certains, et l'incitation financière avec les bons cadeaux qu'on va récupérer dans les restaurants partenaires. D'accord, donc ça veut dire que si moi je suis un salarié qui décide d'utiliser cette box réutilisable, je vais pouvoir récupérer quelle somme par mois, par exemple ? J'imagine ça dépend, effectivement. Mais bon. Oui, tout à fait. Alors, il y a un facteur chance. Ah, il y a une loterie ? C'est une loterie. D'accord. Et c'est des bons cadeaux de 10 € généralement. Donc, plus on utilise la box, plus on a de chances de gagner. C'est à chaque fois comme si on achetait un ticket de loterie, finalement. Et donc, les restaurants sont ravis de pouvoir participer à cette incitation parce qu'ils économisent sur le coût du packaging, forcément. Évidemment, eux aussi. Quels freins vous rencontrez ? Parce que là, on est dans une logique d'économie circulaire, de généralisation du réemploi. Est-ce qu'il y a des freins ? Et alors, peut-être côté restaurateur et puis côté consommateur. On commence par les restaurateurs. Les restaurants, il y en a assez peu. Oui. Le seul qu'on entend parfois, c'est « Ah, j'ai déjà testé et ça ne fonctionnait pas ». Mais là, on leur explique qu'en fait, ils vont rien avoir à faire. Ce n'est pas à eux de faire la sensibilisation. Ce n'est pas à eux de faire les gestes au moment du coup de feu, puisqu'en fait, c'est l'usager qui va scanner sa box et le QR code et qui va gagner ses points. Donc, c'est très simple pour eux. On a assez peu de freins de ce côté-là, sauf auprès des grandes chaînes, forcément, qui ont un processus de décision parfois un peu plus lourd. Et chez les usagers, c'est le changement d'habitude. Et ça, même si nous, notre expérience, elle est très fluide et qu'il y a très peu, finalement, d'irritants,
un changement d'habitude, surtout pour quelque chose d'aussi établi que la pause déjeuner qu'on a répété tous les jours de sa vie. C'est pas toujours évident. Et donc nous, le fait de passer par les entreprises, c'est un très bon vecteur parce qu'il y a l'effet de groupe qui peut jouer. Et quand une habitude rentre, donc on rentre par la voie d'un pilote d'abord, et il va y avoir les personnes qui vont jouer le rôle d'ambassadeur, et donc il va y avoir cet effet d'entraînement qui va créer un effet de groupe et là, ça marche très bien, tout le monde est convaincu. Ouais. Donc la boxeuse, d'abord une association, puis une entreprise, ça veut dire que vous avez choisi quel modèle économique? Alors, on a gardé notre asso, qui est principalement qui garde ses activités de sensibilisation, mais l'entreprise propose des services commerciaux à d'autres entreprises, puisqu'on vend du coup notre abonnement et notre mise à disposition d'appli. Alors vous en êtes tous, c'est une toute jeune entreprise. Pour l'instant, vous êtes basé en région parisienne, vous ambitionnez de pouvoir aller dans d'autres villes? Oui, alors on est déjà dans 2 villes. Ouais. On est à Paris et à Bordeaux. Et là, pour 2026, c'est très encourageant puisqu'on va ouvrir plein de nouveaux quartiers à Paris, parce qu'on a plein d'entreprises qui vont démarrer des pilotes prochainement. Ouais. Et évidemment, bah oui, à terme, dans toutes les grandes villes de France, dans l'idéal. Votre développement dépend des entreprises partenaires, si je comprends bien. Ouais, Il faut d'abord les convaincre avant de se dire on y va, quoi, c'est ça? exactement. Nous, Ouais. c'est par là qu'on rentre, ouais. Parce qu'on a besoin que ce soit elles qui soient effectivement l'élément moteur dans l'usage pour leurs salariés. Est-ce que vous avez pu mesurer l'impact sur la réduction des déchets? Oui, bah oui, très, très concrètement, dans une entreprise où il va y avoir, par exemple, 200 salariés, on va voir qu'on va éviter entre 2 et 3 sacs poubelles par jour grâce à notre solution. Enfin, des gros sacs poubelles. Oui. Donc, c'est assez chouette. Après, on a aussi les indicateurs en empreinte carbone, en poids de déchets évités. Mais celui-là, c'est le plus parlant pour les gens en général. Merci beaucoup, Viviane Cusset, et bon vent à la boxeuse. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et les audacieux à la chaîne des affaires. Salut.